Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Minority Report de Steven Spielberg. On espère que ça vous a plu. Comité réduit ce soir, comme vous le voyez, nous ne sommes que 3 sur ce plateau. Alors rien à voir avec les mesures sanitaires, c'est pour des raisons de commodité liées aux odeurs corporelles. Parce que 5, ça sent fort. Alors justement, je crois qu'Antoine, qui a une sudation particulièrement importante, a une chose à nous dire. Allô? Allô, ça marche? Vous m'entendez? Vous me voyez bien? Donc là, normalement, si Albin il a bien réglé, j'apparais en 3D hologramme directement sur le plateau de l'émission. Ça marche bien? Bah, c'est la nouvelle saison, il fallait mettre les petits plats dans les grands, quoi, hein, technologie, quoi. Vous me voyez? Donc là, regardez, tac, je touche le bout du nez de Julie, regardez, tac. Ça marche pas? Ça marche pas? Putain, quelle merde, ça ne marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, j'ai mis des heures à régler ce truc, là, puis ça coûte 1500 balles. Bon, bah tant pis, c'est niqué. Je peux pas présenter l'émission cette fois-ci. Minority Report, Spielberg. Michael, bah clairement, t'es l'expert français de Spielberg. Je pense que des 4, tu connais le personnage 10 fois mieux que tout le monde. Donc, tu vas présenter l'émission à ma place. Moi, je vais me faire rembourser ce truc. Je vous souhaite une bonne émission. Bon courage à vous et à moi. Alors, on remercie Antoine, il a tout à fait raison, c'est moi, grand spécialiste de Spielberg. Alors, il est temps d'en apprendre un peu plus sur le film, mais avant, demandons son avis à Greg. Alors, Greg, content de ton choix? Ouais, moi je suis très content, j'adore la SF, je trouve que c'est une bonne adaptation. Alors, j'ai pas lu le livre Minority Report, mais j'ai lu d'autres cadiques, et ben moi je suis content. Franchement, le monde futuriste, je trouve qu'il est bien rendu. Il y a plein de choses qui rappellent le quotidien. Et en plus de l'histoire, bon, alors l'histoire du pré-crime, etc., je trouve que ça pose plein de questions sur le quotidien et le futur même. Donc, je trouve qu'on ressort moins bête de ce film. Ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, il n'a pas tort, Greg. Ah oui. Et toi, Julie, alors une scène éventuellement Oui, bien qui sûr. ressort Moi, la scène qui m'a toujours marquée, depuis la première fois que j'ai vu ce film, c'est la scène de la piscine. C'est marrant, c'est pas du tout une scène technologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une scène purement dans l'émotion et dans le traumatisme. Non, mais dans le traumatisme vraiment du personnage où. Donc, le personnage joué par Tom Cruise est à la piscine avec son petit garçon. Il lui confie sa montre pour faire une apnée avec lui. Et horreur, hein, donc la montre tombe et quand il ressort, plus de petit garçon, il est à la piscine, il y a un monde fou, il ne le retrouve plus. Enfin, franchement, je pense que c'est le pire cauchemar de tout. Après, c'est le problème d'aller à la piscine le samedi aussi, hein, c'est blindé. Hein. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Alors, Sarah qui est en direct de la Croisette, hein. Il fait beau à Cannes, Sarah? Ah, c'est génial, qu'est-ce qu'on est bien, Mickaël. Oui. J'adore. Alors, toi, est-ce que tu as une scène qui t'a marqué dans ce film? Eh oui, j'en ai une, Mickaël. Alors, c'est celle où il se fait opérer des yeux. J'avais déjà vu ce film quand j'étais petite et elle m'avait vraiment beaucoup marquée. Je trouve ça absolument terrifiant. Je veux jamais qu'on touche à mes yeux, surtout pas comme ça. Enfin, voilà, j'ai encore des frissons de cette scène, vraiment. Ouais, alors que des lentilles de contact auraient suffi. Alors moi, j'ai une scène... Ah, toi aussi, moi aussi, c'est dingue. J'ai une scène, moi, qui m'a marqué, que je trouve assez emblématique, parce qu'elle est emblématique du cinéma de Spielberg. C'est la scène où Tom Cruise, justement, rentre par effraction après crime, et justement il a ses yeux dans son petit sachet, et en fait il fait tomber ses yeux, il court après, je la trouve assez drôle, et en fait je trouve que c'est un peu la signature Spielberg, la scène hyper humoristique dans un contexte globalement plus sérieux, je trouve ça très bien. C'est comique de geste. Ouais, mais moi je trouve que c'est... Ah, moi j'adore. Le oui. brûlesque, tout ça, j'adore. Alors Minority Report, c'est... Attends, je vais te faire ma scène parce que franchement, je t'assure, elle est vraiment super. Ah bah oui, en fait, il y a une scène que j'aime bien, moi, c'est justement les annonces de pré-crime. C'est-à-dire qu'on est dans un futur hyper technologique et on sait prédire les meurtres, mais on ne sait pas les annoncer autrement qu'avec une boule qui descend en mode attrape-souris. Boule de geisha. Boule de motu. Motu, quoi, pré-crime. On ne sait pas ce qui se passe, je trouve ça assez drôle, quoi, tu vois. Non, ça me fait marrer, moi, ça m'a fait marrer, ça. Alors, comme je disais, Minority Report, c'est la rencontre de 2 géants, que sont Tom Cruise et Colin Farrell. Bah, évidemment, Spielberg et Philippe K. Dick. Alors, peut-être méchant avec Colin Farrell, le pauvre. Peut-être un petit mot sur K. Dick. Ouais, moi je vais faire un petit mot sur K. Dick parce que j'adore K. Dick. T'aimes bien K. Dick, Greg, non? J'adore K. Dick. Mais t'as lu Minority Report? Non, j'ai pas lu. Mais t'en as lu d'autres, non? J'en ai lu d'autres. Oui. J'en ai lu d'autres. Il a inspiré beaucoup de films de SF. Il y en a qui ont été directement adaptés. On pense évidemment à Blade Runner, Total Recall. Il y a des trucs qui sont un peu moins connus, genre Planète Hurlante. Mais il a vraiment inspiré tout le monde. Il a même inspiré d'une certaine façon Matrix et puis aussi le Truman Show. Même s'il l'a pas écrit directement. En tout cas, il influence vraiment tout. Il y a des livres qui sont beaucoup trop barrés pour être adaptés. D'ailleurs, John Lennon avait voulu adapter Le Dieu venu du Centaure, inadaptable. Et Michel Gondry, on sait qu'il peut adapter des trucs inadaptables. Il avait voulu adapter Ubix.
Kadik et il a lâché le projet aussi. En tout cas, moi, je trouve que Kadik, il apporte un scénario qui sera adapté, bien sûr, mais qui est vraiment béton, qui est assez complexe. Hein, et Kadik a toujours un truc avec la perception de la réalité. Et dans cet épisode, enfin dans ce film, il va aussi rajouter un truc de prédestination. Et encore une fois, avec Kadik, tu ressors toujours plus intelligent à la fin. Alors, et voilà, Sarah a quelque chose à nous dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que surtout, ce roman, il l'a écrit en 1956. Ouais. Et c'est ça surtout qui est hallucinant, c'est que quand tu regardes... Alors nous, on connaît surtout Kadik à travers effectivement toutes les adaptations cinématographiques. Alors bien sûr, il y a toujours des choses qui sont rajoutées par les différents réalisateurs, mais la base, elle est quand même incroyable sur l'humanité future, les robots, la technologie. Et je trouve ça hallucinant. Enfin, vraiment, c'était un peu un génie quand même en son temps. Il faut deux petites remarques simplement. Déjà, il n'a jamais vu une seule de ses adaptations. Ouais. Il est mort peu de temps avant Blade Runner. Ouais. Et tu dis qu'il a inspiré effectivement toute la SF. Ouais. Et tu cites plein de films. Et je pense que tu peux ajouter dans ta liste La Soupe aux choux. Hein. Je pense que c'est directement adapté. Mais c'est intéressant ce que tu disais effectivement sur ces thématiques du doute. Enfin, il y a un vrai doute de la réalité, enfin, sur même de l'identité avec l'androïde dans Blade Runner. Enfin, ouais. Et là, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, enfin, d'ailleurs, dans Total Recall, c'est l'origine des souvenirs. Mais là, il y a vraiment une notion de liberté, de déterminisme. Enfin, moi, je trouve que les thématiques, même philosophiques, qui sont inclus dans le film et du coup dans la nouvelle de Kadik, sont vraiment géniales. Enfin, c'est très, très intéressant. Alors, parlons un peu de Spielberg. Spielberg. Alors bon, moi, je suis le spécialiste, mais je vais quand même donner la parole à Julie, peut-être. Au hasard. T'es drôle, Mickaël. Merci, Sarah. Ça va bien, la croisette ? Tout va bien. Steven, le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre tous. Je crois que, vraiment, je sais que peut-être on va parler de McTiernan, mais moi, Spielberg, c'est vraiment le top du top, c'est le number one dans mon cœur. Et il n'arrive pas de n'importe où, hein, les années 70-80, pour lui, il a déjà un peu fait son trou, comme on dit, dans la science-fiction, rencontre du troisième type, on sent que... Le petit extraterrestre, comment il s'appelait le petit... Le truc gluant. Non, il gère la fougère, comme on dit, mais il s'en était un petit peu éloigné pour finalement s'y remettre avec intelligence artificielle, donc vraiment une année avant, je crois, ou 2 années avant, et Minority Report ici. Et il est vraiment friand, je trouve, de tout ce genre de nouvelles... C'est intéressant son travail, parce que même aujourd'hui, il s'y est remis finalement, même avec Ready Player One, qui est dans un style complètement différent, mais en fait, il y a toujours un retour à la SF chez Spielberg que je trouve hyper intéressant. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il fait des pauses. Alors, c'est quoi la genèse de ce projet ? Alors, je crois qu'il y a un peu des rumeurs. Ouais, alors, il y a des rumeurs. Moi, j'ai lu que visiblement, Tom Cruise était sur le tournage de d'Eyes Wide Shut. Il a lu la nouvelle de Kadik et puis il a été voir Spielberg. J'imagine lire la nouvelle à poil. Et il a dit c'est génial, il faut absolument le faire. Après, il y a plein de micmacs, quoi. En fait, c'est assez étrange parce que la genèse du projet en tant que tel, il y a d'abord eu un autre réalisateur qui s'appelait Yann de Bont, qu'on connaît pour Speed ou des choses comme ça, qui a été sur le projet. Il est d'ailleurs crédité au générique en tant que producteur, même s'il n'a jamais travaillé avec Spielberg, donc on peut s'interroger sur sa légitimité d'ailleurs au générique. Mais je ne sais pas si c'est vraiment Tom Cruise qui est allé... après, ça ne m'étonnerait pas, vu la personnalité de Tom Cruise. Ça pue un peu la petite histoire d'Hollywood, quoi. Ouais, mais Tom Cruise est quand même très, très, très actif dans ses recherches de rôles, ses choix cinématographiques, ses choix de carrière. Moi, je trouve que moi, j'adore Tom Cruise. Déjà, je le trouve magnifique. Il est très, 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 très beau. Et en plus, il est très, 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 très doué dans le sens où il y a même, vous voyez, des scènes. Vous vous souvenez de cette scène avec la bulle qui remonte quand il est dans la baignoire, quand il se cache des petites araignées là. Oui. En fait, à la base, la bulle devait être faite en CGI. Et Tom, il a dit non. Non, moi, je vais apprendre à retenir mon souffle pendant je ne sais pas combien de temps et on va faire la bulle. Et on va faire la bulle. Parce qu'il est comme ça, Tom. Il a fait la bulle. Sarah a quelque chose à lui dire, je crois. Tu le trouves beau, Tom Cruise ? Voilà, justement, je voulais jeter un pavé dans la mare. Moi, je trouve que Colin Farrell est plus beau que Tom Cruise. Mais je ne vais pas en rester là. Et je prendrai Tom Cruise avec grand plaisir. Et bien, c'est parfait, comme ça, pas d'engueulade. Non, et puis dire aussi que, quand même, derrière, quand le bouquin va être adapté, il y a pas mal de choses qui vont être changées. Et notamment le héros. Le héros, dans le bouquin, il a plutôt 50 ans. C'est quelqu'un d'un peu timide, etc. Et là, on va le transformer en Tom Cruise. Et donc, on va faire plutôt aussi, on va rajouter de l'action en fait au livre de Kadik et toutes les scènes d'action chères à Tom Cruise. Ouais, petit point, effectivement, il prend beaucoup de liberté, Spielberg.
par rapport au livre de Cadic, mais c'est un peu tout à son honneur. Je trouve que c'est bien. En fait, il prend comme base la nouvelle, mais il brode beaucoup autour. Alors ça donne des fois des trucs un peu alambiqués, mais je trouve ça pas mal. Quand tu mets Tom Cruise, t'es obligé de mettre des courses-poursuites au bout d'un moment, quoi. Non, mais surtout, il crée un vrai scénario autour de la nouvelle. En fait, c'est ça qui est tout son talent. Alors, il est bien sûr aidé par des scénaristes. Hein. Il n'est pas tout seul, et c'est aussi le talent de Spielberg, c'est de s'entourer de très bons scénaristes qui vont réussir à dramatiser la nouvelle et en faire un long métrage haletant et un espèce de thriller. C'est très 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 malin. Et juste pour rajouter une petite information complémentaire sur Spielberg et sur Tom Cruise, en fait, ils se sont rencontrés sur le plateau de Risky Business des années auparavant. Ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Spielberg était censé réaliser Rain Man. Et au dernier moment, il est parti parce qu'il devait aller réaliser un petit film qui s'appelle Indiana Jones et les Chevaliers de la Dernière Croisade. Ça marchera jamais, ce truc-là. Ça marchera jamais. Avec Sean Connery, un petit truc très indépendant. Et en fait, c'est aussi leur première collaboration. Et je trouve qu'il y a une alchimie, en fait, entre ces deux monstres d'Hollywood qui se croisent. Ils sont formidables. Alors, on va aborder peut-être un petit peu les thématiques du film, qui sont chères aussi à la littérature de Cadic, et notamment l'obsession sécuritaire. Ouais, alors obsession sécuritaire qui passe aussi par des milliers de gadgets. Je trouve que finalement, là, c'est encore l'association Spielberg-Cadic qui fait que Spielberg va reprendre les gadgets de Cadic, il y en a plein. Moi, quand il fait par exemple le zoom sur les photos, tu vois, ça c'est quand même dingue. Aujourd'hui, c'est un geste qu'on fait tous. En 2002, c'était pas si évident. La maison connectée, ça c'est Cadic déjà dans les années 50 qui avait pensé les appels vidéo, les voitures autonomes, les pubs ciblées. Le monde hyper technologique et je trouve est bien rendu. Et Spielberg renchérit Cadic et il le met en image très très bien. Donc évidemment, obsession hyper sécuritaire, tu viens de le dire. Ça fait que y a tous ces gadgets qu'on vient de citer avec comment on dit le truc sur la rétine, la reconnaissance. La reconnaissance de la pupille. Dans la pupille. C'est ça qu'on voit, la technologie reconnaissance de la pupille, oui. Non, mais le tracking de toute la population, la méga surveillance, avec tous les gadgets qu'on voit et qu'on voit aussi dans notre vie courante commencer à arriver. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Sarah, oui. Bah oui, sur ce sujet-là, c'est vraiment, on nous présente en fait une société du zéro risque. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça fait écho à des débats qu'on a eus récemment. Par exemple, je sais pas, je pensais au fichier S. On dit il faut les emprisonner avant pour éviter un nouvel attentat. C'est exactement la même chose. C'est en fait, c'est des questionnements qui s'est posés dans les années 50 et qui font écho à des choses aujourd'hui. Et je trouve ça génial. Ah oui. Après, la reconnaissance faciale et tout ça, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont aussi exploitées dans le monde d'aujourd'hui et qui posent aussi ce genre de questions maintenant qu'on donne aussi nos données, notre reconnaissance faciale, etc., comment on peut se débrouiller dans une société, comment on peut se cacher. Moi, je trouve que c'est tout cet aspect aussi qui est super bien géré dans le film, qui est, donc je vais jusqu'à changer mes propres yeux, c'est bien ça. chez un chirurgien peu regardant sur l'hygiène. Et en plus de ça, pour continuer là-dedans, c'est vrai que là, on a un pré-crime qui est défini par un voyant, une oracle en fait, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait tout à fait avoir un pré-crime. C'est-à-dire qu'avec la surveillance, la reconnaissance faciale, comme tu disais, l'intelligence artificielle, le big data, toutes les données qu'on donne, on peut prédire si vraiment tes marges. Si tu achètes un couteau, on peut tout à fait traquer ce que tu achètes. Si tu achètes un livre de Charles Manson, que ton compte en banque est vide et que tu viens de te faire larguer, tout le monde ça. On peut tout traquer. Et en fait, on peut reconnaître des comportements à risque déjà. Et ça pose cette question qui est très actuelle, c'est est-ce qu'il faut déléguer la désignation des dangers à des machines ? Et ça fait un petit peu peur. Cette thématique est aussi largement explorée dans la dernière saison de Westworld, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui est assez intéressante sur aussi ces espèces de schémas et de scénarios préconçus. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais la police d'Épinal utilise les voyantes du TéléZ pour prévenir les crimes. Sarah ? Moi, vous savez, j'ai un peu joué à ce jeu-là. Et par exemple, il y a des trucs qu'on peut deviner si on est un peu détective. Donc, par exemple, Antoine, il est 20h, on est un vendredi soir, il sort, il est fatigué, il va dans un bar. Tu peux parier qu'il ne se souviendra pas de ce qu'il a fait le lendemain. Voilà, ça c'est pré-crime. Ça, c'est comme du pré-crime. Alors, trêve de plaisanterie, messieurs, là, parce qu'on est dans une émission sérieuse, s'il vous plaît, et on va aborder les thèmes philosophiques, et notamment le déterminisme, Greg. C'est ta spécialité, ça. Ouais, c'est ma grande spécialité, le déterminisme. D'ailleurs, j'ai un côté divin, il faut bien le dire. Oui, mais toi, c'est l'amiante, tu ne peux pas tout avoir. Non, mais en fait, c'est vrai que là, le film, il est un peu basé sur une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que Tom Cruise va vouloir éviter son futur, et en fait,
fait, à éviter son futur, il va juste le créer. Donc c'est là qu'on se pose... Est-ce que ça ne serait pas la théorie de la poule et de l'œuf? Ben oui, oui. C'est ça. Du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, mais on ne sait pas s'il aurait pu éviter, parce qu'au bout d'un moment, le précoce lui dit tu peux fuir, tu as vu ton futur, fuis, alors qu'en fait, il n'arrive pas à fuir, et puis il va quasiment se passer ce qui a été prévu. Le film prend quand même parti à ce niveau-là. Enfin, il évite quand même à son propre destin. Alors, selon la théorie qu'on aura sur la fin du film, puisque, ou théorie numéro 1, effectivement, il a évité son destin, tout se finit bien pour lui parce qu'il arrive à déjouer le complot qui a été fomenté contre lui. Et c'est très bien et tout va bien. Solution numéro 2, théorie, non assumée par Spielberg, non créditée, quoi. Mais il est toujours zinzin avec son casque et en fait, il est en train de s'imaginer sa fin parfaite, qui serait plus une fin à la Kadik. Complètement Kadik, ça. Alors, Sarah. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à la fin, il va plutôt faire un choix, Tom Cruise, puisqu'il choisit de ne pas tuer l'homme et donc il choisit son destin. Mais bon, il y a quand même un vrai truc un peu d'oracle autour de la créatrice des précogs, etc. Enfin, il y a quand même toute cette atmosphère-là où on a vraiment cette question. Que les précogs ont tous des noms. Donc, il y en a un qui s'appelle Arthur comme Sir Arthur Conan Doyle. Elle s'appelle Agatha comme Agatha Christie. Il y a Dashiell comme Dashiell Hammett. Donc, il y a vraiment... Tout est un peu créé. Qui étaient eux-mêmes des précogs, hein, c'est ça, oui, Agatha tout à Christie. fait. D'accord, oui, okay. Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a une aura... religieuse, presque, puisqu'il s'appelle... il y a une histoire de temple. Il y a... On est quand même dans une grammaire religieuse. Et c'est remarqué par le personnage de Colin Farrell, d'ailleurs. Ils sont quand même salement exploités, hein, les précogs. Hein. C'est vrai. Ils ne travaillent pas dans les conditions de travail optimales. Écoute, c'est quand même spa toute la journée. Ouais, c'est vrai. C'est soin du corps. C'est vrai. Ça va. Et il y a du sel dans l'eau. C'est vrai qu'il y a une relation... Ils sont dans un bain moussant avec des concombres sur les yeux. C'est vrai qu'il y a une dimension mystique. Ce qu'on ne sait pas... Bon, après, il a écrit très tôt cette nouvelle Kadik, mais Kadik, à la fin de sa vie, il a vécu une crise mystique et il s'est cru contemporain de Jésus. Donc, et il parlait une langue qu'il ne connaissait pas, il parlait l'araméen. Et donc, il a écrit d'ailleurs 8000 pages d'exégèse sur la Bible, quoi, tu vois. Donc, il a vraiment une vraie crise mystique. Donc, en fait, c'est peut-être les prémices de la crise mystique de Kadik qui déjà font surface là en appelant le temple des précogs, etc. etc. Alors, je crois que Sarah a une crise mystique aussi. Oui, tout à fait. Non, je suis bien là. Il y a le soleil, la mer, c'est génial. J'adore la croisette. Non, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas dit ça, mais Kadik, après avoir écrit le bouquin, mais c'est vrai qu'il va devenir complètement dingue à la fin. Il est persuadé aussi pendant une partie de sa vie d'être suivi, d'être sur écoute. En plus, on est en temps de guerre froide, donc il y a toutes ces questions de chasse aux sorcières, etc. Enfin, il est un peu vraiment maboule, Kadik, et c'est aussi de tout ça que va naître aussi certaines de ses idées. C'est marrant que du coup, en fait, Kadik soit un peu obsédé par l'URSS, c'est que Spielberg, lui, le transforme aussi avec un certain recul sur l'Amérique capitaliste, parce qu'il y a aussi une énorme présence de marques dans ce film qui sont à l'écran, un placement de produits et tout ça, et tu te dis, oui, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu overdose, et en même temps, je comprends exactement ce que tu veux me dire par la mise en scène, en me montrant comment lui, le personnage, était agressé par les marques tout le temps. Moi aussi, en tant que spectateur, c'est la même chose. Je trouve qu'il y a des finesses de mise en scène, et c'est intéressant parce que même avec son chef-op, en fait, qui s'appelle Kaminski, Spielberg voulait un film qui soit pas beau, en fait. Il voulait un film qui soit un peu crade, un peu moche. C'est très noir, là. Non, mais un peu moche, un peu noir. Et il y a eu un traitement de la pellicule qui a été fait... papier de verre. Oui, exactement. non, mais pour une sorte de blanchiment, en fait, d'image pour créer des espèces de teintes d'argent désaturé pour vraiment créer... C'est un truc de... futuriste, ça a un peu vieilli aujourd'hui, mais ça fait 13 années 2000. Je trouve que ça fait 13 années 2000. Mais c'est quand même balèze. Il y a des scènes, tu te dis, ça va. Alors, effectivement, comme tu dis, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, on va avoir l'occasion d'en parler prochainement. Hein. Mais en attendant, c'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film. À vos fiches. La partie notation de Notation Partie. Alors, Greg, on est tous curieux de savoir la note que tu vas mettre. Je vais mettre un 0. Non, évidemment que non. J'ai mis un gros 5. Un gros 5. Alors, évidemment, il y a des petits trucs de mise en scène qui ont un peu vieilli parfois, mais finalement, ça reste un très bon film. 5. Eh bien, tu vois, Greg, je suis contente qu'on soit d'accord, vraiment. Il n'y a jamais de meilleur moment que quand on met tous les deux un 5 à un film. Je suis ému, moi, personnellement. Moi, vraiment, je suis très, très, très émue. Pourquoi 5 ? Chef-d'œuvre. Steven Spielberg, Tom Cruise, ça n'a pas vieilli. Problématique actuelle.
John Williams, on ne l'a pas dit, qui s'est c'est vrai. beaucoup inspiré de la musique d'Herman pour faire la musique de ce film. Moi, je ne demande rien de plus. Sarah, depuis la Croisette. Bon, bah, moi, je suis toujours au top, là. Hein. J'ai le soleil, j'ai la mer, c'est génial. Alors, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé rentrer dans le club Julie Gregg. Mais malheureusement, je n'ai mis que 4 à Minority Report. J'adore ce film. Il a quand même des petits défauts en le revoyant. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film. Je suis très contente de l'avoir revu. Mais je resterai un peu plus sévère. Bon, très bien. Alors moi, je vais vous décevoir un petit peu. J'ai essayé de mettre 3. C'est ton choix, Mickaël. Oui, Mickaël, Je on l'assume. respecte. Je l'assume. Ah ouais. C'est pas comme si tu avais mis 1, de toute façon. Alors j'explique quand même ma note. Ouais. Je trouve que je suis fan du scénario. Je trouve que c'est très bien que Spielberg ait pris des libertés par rapport à l'œuvre de Kadik. Mais je trouve que l'esthétique 13 années 2000 est un peu vieillissante. Voilà. Bon, D'accord, je suis pas ok. fan. Bah oui. Voilà, c'est comme ça. Je comprends. Alors, Sarah, je me tourne encore vers toi, parce que je sais que tu as très envie d'aller te baigner, que tu as hâte d'y aller. Mais avant, qu'en pensent les gens malveillants de la toile? Eh bien, les gens malveillants ne le sont pas du tout. Les gens d'Internet sont gentils, ils aiment Minority Report. Ils mettent 4 sur 5 même au film. Et donc, je vous ai choisi 4 petits commentaires 5 étoiles. Le premier, une référence qui doit faire partie des 250 meilleurs films. C'est large. Assez Au large. moins. Excellent film de science-fiction au concept très bien trouvé. J'adore ce genre de film. Il fait beaucoup réfléchir sur les voyages dans le temps. Voilà. Jean-Michel, rien compris. Un peu bizarre, comme tous les Stephen King, mais vous ne regretterez pas de l'avoir vu. Philippe Kaking. À côté. Et enfin, le meilleur des Spielberg est tout simplement mon film préféré. Cependant, si vous n'aimez pas les films glauques, c'est pas pour vous. Si vous êtes stressé et que vous voulez décompresser, regardez autre chose. Du Gaston Leroux version science-fiction, mais science-fiction non pas dans le sens alien, blaster, conquête spatiale, mais plutôt monde, fou, futuriste, etc. Cela nécessite une ambiance glauque et sinistre. On se demande où on est tombé et on n'osera plus rester dans le noir pendant au moins 3 jours. Ce qui est sûr, c'est que passé le premier quart d'heure qui sert à présenter Pré-Crime, on ne s'endort pas. Et tant mieux. Merci Sarah, et voilà qui met fin à cette émission. Avant de nous quitter, il me semble qu'Antoine doit nous dire quelque chose. Les gars, je vous entends pas. Je vous entends pas du tout là. Je suis dans un monde virtuel de ouf là. Sous le soleil tropique. C'est un simulateur de Gilbert Montagnier. C'est vraiment, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Très bien, merci Antoine. Merci beaucoup Antoine, on te remercie beaucoup. Pour répondre à nos 3 questions, Steven Spielberg est-il fidèle à l'univers de Philippe Kadik? Oui, même s'il prend quelques libertés. Tom Cruise est-il à la hauteur de ce projet ambitieux? Oui, et en plus, il est bel homme. Et enfin, Philippe Kadik se serait-il appelé Philippe Cabit s'il était né en France? Et évidemment non, je me suis encore fait avoir par Google Translate. Merci Julie, Greg et Sarah. Et on se retrouve pour un nouveau film dans 2 semaines. Merci, au revoir. Bye.